Donc on a plusieurs voies possibles. Hem, Ça se décide aujourd'hui et donc on a 2 types de risques en fait qui marquent un petit peu les conséquences des changements climatiques. On a d'abord des risques, physiques qui sont en fait, parfaitement concrets, qui sont, des risques, sanitaires qui vont impacter la santé des habitants d'un pays ou d'un territoire. On a des risques sur les bâtiments, du fait de l'augmentation du niveau des mers ou de l'infiltration. On a des risques qui vont peser aussi sur l'ensemble de l'économie du fait de catastrophes naturelles. On a des phénomènes de sécheresse ou de forte chaleur qui vont impacter directement, par exemple, la productivité. Donc ça, ce sont des chiffres hein, qui existent aujourd'hui qu'on a pu vérifier. Donc on a des risques qui impactent, je dirais, l'intégrité physique en fait des habitants, de l'habitat, de l'agriculture, et cetera. Donc ils nous obligent là à mettre en place des stratégies de résilience et d'adaptation face à ces phénomènes qu'on connaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réchauffement depuis l'ère pré-industrielle de 1,2 degrés à peu près. On sait qu'on va à 1,5 degré minimum, très probablement à 2 degrés. Et donc, on connaît à peu près les effets de ces changements climatiques. Donc, on est en mesure de s'adapter en, en aménageant notre territoire différemment, en isolant différemment, en adaptant le travail aujourd'hui de la population, etc. Donc, on a vraiment cette famille de risques physiques qui pèsent sur l'économie et qui détruit hein, très concrètement de la richesse. Et enfin, on a une autre famille de risques qui est celle des risques de transition qui en fait relève du mouvement de la société et de l'économie vers une transition bas carbone, qui fait évoluer les modes de vie, qui amène à mettre en place des cadres réglementaires et donc qui va obliger les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on peut imaginer que la mise en place d'instruments de tarification carbone fait partie de ces risques de transition, puisque une entreprise qui n'aura pas anticipé la mise en place de tarification carbone de ses propres émissions va être sous le coup d'une augmentation de ses charges, va être sous le coup d'une érosion de ses parts de marché parce qu'elle n'aura pas anticipé en fait tout simplement les nouvelles réglementations mises en place par son pays ou par la région quand on parle par exemple de l'Europe. Donc on a des risques de transition vers un monde bas carbone. Et je pense qu'il faut se le dire aujourd'hui aussi concrètement, dans certaines économies du globe, il y aura des perdants. Il y aura des perdants, il y aura des métiers. En fait, c'est pas il y aura, c'est qu'il faut que certains métiers disparaissent pour réapparaître sous une autre forme. On a besoin de se dire aujourd'hui les choses, à mon avis, clairement, c'est-à-dire que certains métiers ne font plus partie de l'avenir, y compris dans les pays émergents qui doivent développer de nouvelles sources d'énergie et qui doivent à tout prix permettre à leur population d'accéder à l'énergie. Ces, ces, ces économies émergentes que sont la Tunisie doivent faire le pas, le grand pas et passer par-dessus la tête, je dirais, des vieux pays industrialisés voilà, que sont la France, les États-Unis, l'Australie, etc., qui ont dû passer par la case. Mais je pense que les nouvelles économies émergentes doivent dépasser ces anciens pays industrialisés pour entrer dans le monde d'après dès maintenant et limiter tout de suite les risques de transition pour mieux faire face aux risques physiques. Voilà une représentation des chemins que nous avons. Donc, ouais, on a, d'après les climatologues, on a vraiment une partie là hein, sur je dirais les 20 prochaines années qui est écrite. Et le fait que les 20 prochaines années
soit écrites, nous montrent que le rôle de l'adaptation au changement climatique est fondamental aujourd'hui, euh, puisqu'on sait à quoi s'attendre en fait dès aujourd'hui. Les décisions que nous prenons, ce seront pour les populations à venir. Espérons-le si tout ne s'accélère pas, donc à partir de 2050. Alors, on parle beaucoup de neutralité carbone aujourd'hui. On en parle d'abord parce que l'accord de Paris, en fait, l'a parfaitement décrit en invitant en fait, les pays de la planète à s'engager pour qu'un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques des gaz à effet de serre soit atteint au cours de la deuxième moitié du siècle. Bon, ça, c'est l'article 4 de l'accord de Paris. Donc, on a bien un mot qui est important ici, c'est anthropique. Les sources anthropiques sont la combustion d'énergie fossile, l'industrie, l'agriculture, etc. Et les puits anthropiques sont les solutions sur lesquelles l'homme a la main. D'accord? Et donc, les puits anthropiques ne comprennent pas, n'intègrent pas les océans, qui sont, vous le savez, la première source d'absorption du carbone, d'accord? Il absorbe un tiers des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, mais on ne le considère pas comme un puits de carbone anthropique, puisqu'on n'a pas la main sur l'océan, malgré tout ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut lire, notamment des solutions de géo-ingénierie qui passent par de l'ensemencement des océans avec du fer, par exemple, pour activer la pompe biologique que représente le plancton. Ça, c'est une forme de délire en fait humain, voilà, comme si on pouvait agir sur l'océan. Donc voilà, il vaut mieux mettre ça de côté. On ne peut pas agir sur l'océan. C'est une pompe biologique sur laquelle nous n'avons pas la main. En revanche, alors une petite exception, on a la main puisque plus nous émettons des gaz à effet de serre et plus l'océan s'acidifie. Et en s'acidifiant, il perd sa capacité à capter de plus en plus de carbone. Donc finalement, on a un impact sur ce puits de carbone naturel, mais je dirais sur un mauvais aspect, et donc puisqu'on peut limiter sa capacité à capter du carbone. Donc atteindre la neutralité carbone, en fait, c'est un équilibre entre les flux, d'accord? Donc on ne parle pas de stock de carbone. Ce qui est émis aujourd'hui va rester dans l'atmosphère et va réchauffer le climat pour les décennies à venir. La neutralité carbone, c'est vraiment un équilibre entre les flux. Ça nous oblige en fait à réduire vite et fort nos émissions et à augmenter les puits de carbone. Donc prenez l'image que vous avez sous les yeux d'une baignoire. Donc on aime bien prendre cette métaphore comme exemple. Le niveau d'eau de la baignoire est le carbone en fait qui est présent dans l'atmosphère et qui est responsable du réchauffement. Donc en fait, ce carbone, cette eau dans la baignoire correspond, vous le voyez ici, correspond en fait à l'augmentation de la température, d'accord? Donc on a du carbone qui est déjà présent dans l'atmosphère et nous on est en train d'en mettre. Donc vous avez un robinet qui coule en permanence, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, et un siphon où l'eau s'évacue, et en fait, pour être un peu plus précis que ça, l'eau s'évacue, mais elle reflue aussi. Vous avez un reflux d'eau dans la baignoire qui vient du déstockage, principalement de la déforestation, et puis de l'agriculture, quand on travaille un peu trop la terre et que des émissions, notamment de méthane, sortent du sol. On peut parler aussi du pergélisol et du permafrost, ce sol qui est gelé en permanence et qui, en fondant, active un phénomène biologique, d'accord, de décomposition de la matière végétale qui était gelée jusque-là et qui crée des émissions de méthane par la décomposition.
Donc on a finalement un enjeu hein, qui est de réduire le débit du robinet et d'augmenter le siphon de la baignoire de façon à ne pas dépasser une, une ligne rouge ici qui correspond à des degrés de réchauffement. Voilà pour cette métaphore de la baignoire qui en fait décrit parfaitement ce que c'est que l'objectif de neutralité carbone. Voilà, on a un exemple en France. Donc vous avez certains pays qui ont pris des engagements de neutralité carbone. Une, une petite partie l'ont inscrit dans la loi au travers de leur stratégie nationale bas carbone, donc légiféré, qui ont fixé cet objectif de neutralité carbone, donc d'équilibre des flux à l'échelle du territoire. C'est très important parce que vous n'êtes pas sans savoir que la mondialisation a fait exploser nos émissions de gaz à effet de serre importées. Donc, par exemple, en France, un tiers de nos émissions, un tiers de notre empreinte carbone, et pas de notre empreinte territoriale, un tiers de notre empreinte carbone globale vient de nos émissions importées. Mais là, la France a pris l'engagement de neutralité à l'échelle du pays. Et donc, on a une division par 6 de nos émissions par rapport à 1990 et un doublement des puits de carbone. Donc, on doit passer aujourd'hui de 450 millions de tonnes par an à 100 millions. Et en termes de puits de carbone, on doit passer de 50 millions séquestrés, absorbés par an, à 100 millions. Voilà, c'est ça l'objectif de neutralité carbone de la France. Parlons un petit peu des puits de carbone, justement parce que ce sujet est un peu nouveau. Il est arrivé avec le sujet de la neutralité carbone parce que le sujet des puits de carbone en fait fait partie de l'objectif de neutralité carbone, vous l'aurez compris avec cette histoire de la baignoire, parce qu'il implique pas seulement de reboiser et de reforester des terres dégradées, il implique de changer un modèle agricole de fond en comble qui représente plus du quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, le secteur agricole est un enjeu clé à l'échelle du monde pour réduire, mais pour augmenter aussi les puits de carbone. Donc on parle beaucoup d'agroécologie, d'agroforesterie, on parle de couverture des sols, on parle d'intrants naturels en termes d'azote, je pense aux légumineuses notamment. Et on parle aussi en fait des solutions basées sur la nature, nature-based solutions, qui ont aussi un pouvoir d'adaptation. Les mangroves sont un excellent exemple de, de solutions basées sur la nature, puisqu'elles séquestrent énormément. En fait, pour tout vous dire, les mangroves séquestrent 8 fois plus que les forêts, une forêt classique. Et elles ont aussi une vertu d'adaptation en limitant l'érosion des côtes et en préservant des coups de boutoir de catastrophes ou de tempêtes, etc. Donc on a ce sujet-là des puits de carbone qui arrivait très fort. Vous avez sur ce schéma en fait la temporalité, en fait la durabilité du carbone qui est séquestré. Donc en fait, quand vous plantez un arbre, on pense que cet arbre, il n'a pas une vie infinie. Donc le carbone qui est séquestré, il l'est entre 1 et 1 siècle à peu près. On a eu un exemple en France, ce qui est la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la charpente était faite de chênes centenaires. Donc on a bien du carbone qui a été séquestré par de la végétation, un chêne, pendant une centaine d'années, parce qu'un chêne, on a pris ce carbone, on l'a mis dans, dans une église pendant plusieurs siècles. Et ce carbone a fini par être rendu à l'atmosphère en brûlant. Et donc, en fait, on a toujours un phénomène de réversibilité dans la forêt. Dans les pays en développement, c'est encore plus flagrant parce que 80% des besoins en énergie dans les pays du Sud sont couverts par la biomasse énergie. Et donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu clé de lutte contre la pauvreté. Reboiser des terres dégradées, oui,
Mais, mais il faut absolument accompagner les populations alentours dans une maîtrise de l'énergie, dans la mise en place de politiques d'efficacité énergétique, notamment dans les équipements de cuisson, et accompagner aussi le gouvernement dans une gestion durable de ces forêts. Donc reboiser n'est définitivement pas la solution à la lutte contre les changements climatiques. J'en profite pour faire passer ce message. C'est une partie de la solution. Elle a beaucoup d'autres vertus en termes de biodiversité, de lutte contre l'érosion, de sécurité alimentaire, de santé des sols, etc. Mais en termes de carbone, elle doit absolument être couplée à une lutte contre la pauvreté, notamment dans les pays du Sud. Ensuite, on a un sujet sur l'agriculture, et notamment donc les sols agricoles, où là, il faut avoir en tête que les sols agricoles contiennent 5 fois plus de carbone que l'atmosphère terrestre. D'accord, c'est l'océan qui en contient plus. Et donc, on a déjà un stock de carbone à préserver, comme la forêt d'ailleurs, hein. Le plus important, c'est d'abord de préserver ces stocks avant de le reconstituer. Donc, le sol est un stock formidable et c'est aussi une pompe qui peut capter du carbone, notamment par de l'accumulation de matière végétale. Donc, on a des solutions comme le biochar, de l'introduction des amendements en fait, de matière organique qui va permettre de stocker du carbone en profondeur et qui va nourrir la terre. Et donc là, on a un vrai sujet de sécurité alimentaire et de lutte contre le changement climatique. Et on a, si jamais le sol n'est pas trop travaillé, on a un phénomène d'absorption qui peut tenir relativement longtemps. Et puis enfin, on a l'océan qui peut, en eau profonde, hein, capter du carbone pendant plusieurs milliers d'années. Mais là, on a dit qu'on n'y touchait pas. Et enfin, ce qui n'apparaît pas ici, c'est les puits de carbone technologiques. On a des solutions qui commencent à émerger sur de la minéralisation à base de CO2 qui permettent par exemple de fabriquer du calcaire de façon accélérée. En 2-3 ans, on arrive à refabriquer du calcaire. Et donc là, on a du CO2 qui termine, en fait, qui passe de l'état gazeux à l'état solide, qui peut être stocké durablement dans des carrières de calcaire. Voilà, un très vite passage par les conséquences du changement climatique hein, qui sont phénoménales et d'année en année qui sont de plus en plus importantes, avec des feux, une baisse des précipitations très violente sur le bassin méditerranéen notamment, une avancée de la désertification, la fonte du pergélisol, le permafrost, etc. Et donc des conséquences sur l'humanité, sur la sécurité de villes côtières, sur la réduction de ressources halieutiques et d'insécurité alimentaire en fait, d'impact et des crises sanitaires. Donc la crise du Covid, vous l'avez évidemment lu, pourrait trouver son origine sur une érosion des ressources forestières et de l'environnement de façon générale qui permettrait à des maladies de se propager beaucoup plus rapidement, ce qu'on appelle des zoonoses, hein, le Covid, des mouvements de population qui, si l'homme n'était pas ainsi fait, c'est-à-dire n'acceptant pas que l'autre vienne vivre avec soi, ne poserait pas de problème, sauf qu'on a d'autres soucis de, je dirais, de refus de l'autre, de non-acceptation de l'autre à vivre ensemble, le problème de vivre ensemble, voilà, qui crée d'autres phénomènes. Donc c'est important de savoir que les changements climatiques ne sont pas à l'origine du mal, hein, donc c'est bien un phénomène qui vient exacerber des tensions qui existent déjà. Je pense aux inégalités, je pense à l'insécurité alimentaire, je pense aux migrations, etc. Donc on a bien un phénomène qui vient exacerber des tensions géopolitiques déjà présentes. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est faut retenir deux chiffres, les 2 degrés pour ne pas dépasser un seuil, en tout cas, aller au-delà d'un seuil, une limite au-delà de laquelle on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, c'est ce que disent les climatologues, c'est qu'au-delà de 2 degrés, on ne sait pas ce qui va se passer.
Le zéro carbone, c'est ce fameux équilibre de neutralité carbone. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a beaucoup d'autres gaz à effet de serre. Donc d'ailleurs, la neutralité carbone, au sens de l'accord de Paris, est relativement floue. C'est bien les émissions de CO2 qui doivent être à l'équilibre, d'accord, puisqu'on ne sait capter que le CO2, on ne sait pas capter du N2O ou du CH4, d'accord, on sait les transformer, mais on ne sait pas les capter. Donc la neutralité carbone implique un équilibre du CO2 et une réduction drastique des autres gaz à effet de serre, d'accord. Donc ça, c'est la vision des climatologues sur la neutralité. Toujours se méfier de la météo et du climat. Un phénomène météorologique ne reflète pas les changements climatiques. En revanche, il peut donner une image de ce qui pourrait se produire à l'avenir. Donc, c'est bien l'occurrence des phénomènes météorologiques qui vous donne une image de ce que peuvent être les changements climatiques. L'adaptation, eh ben, il faut... donc là, on a bien l'accord de Paris qui a mis au même niveau atténuation et adaptation. Donc, c'est bien les deux faces d'une même pièce. Qui doivent être financés de la même manière aujourd'hui. Les conséquences sont notamment dans les pays en développement qui n'ont pas les moyens humains, techniques et financiers de faire face aux impacts qui sont surtout chez eux. On a bien un sujet d'exposition aux phénomènes climatiques. Et puis, la question de la responsabilité, c'est la suite, qui est historique. On l'a vu avec James Hansen, qui nous explique dès 88 qu'on a une alerte auprès des décideurs politiques, donc 40 ans de responsabilité historique. Une responsabilité commune parce que c'est l'homme, avec un grand H, qui a brûlé du carbone, donc qui a fait de la combustion d'énergie fossile et qui a émis du carbone depuis 1850. Et différencié parce que justement les pays dits industrialisés sont ceux qui ont brûlé le plus de carbone ces dernières décennies et qui sont donc responsables du changement climatique d'aujourd'hui. Quelles sont les limites et les risques des puits technologiques de stockage de CO2? Alors d'abord, sur donc ce qu'on appelle la CCS, hein, Carbon Capture and Storage. Alors, il faut bien avoir en tête que la CCS est neutre pour le climat. Imaginez une usine thermique au charbon ou au pétrole pour faire de l'électricité. En tout cas, imaginez une usine qui brûle du carbone. On récupère, à la sortie de la cheminée, on récupère le carbone et on l'enfouit dans le sous-sol. Donc là, vous avez en fait un résultat net qui est de zéro. D'accord? Donc vous avez bien extrait du carbone du sous-sol, vous l'avez brûlé, vous avez récupéré le carbone et vous l'avez enfoui dans le sous-sol. Donc il y a retour à l'envoyeur, tout ça, ça fait zéro. Le BECCS, d'accord, qui est en fait, je reforeste une terre qui est dégradée. Donc on a bien un phénomène de captage additionnel du carbone par rapport à une situation de référence qui est le sol est dégradé. Prenez l'exemple de mon crâne qui est parfaitement dégradé. Le sol est dégradé, je plante des arbres, je vais séquestrer du carbone, je brûle ces arbres, je les récolte, je les brûle, et avec la chaleur, je fais, donc, soit justement je crée de la chaleur, soit je fais de l'électricité, soit je fais les deux, la cogénération, et le carbone, je l'enfouis dans le sous-sol. Donc là, on a bien un phénomène qui est positif pour le climat. J'ai bien capté du carbone qui est arrivé dans l'arbre, je l'ai brûlé, mais j'ai renfoui ce carbone dessous. Donc ça, c'est de la BECCS. Là, on a bien un phénomène d'augmentation des puits de carbone. C'est important d'avoir cette différence en tête. Les limites, c'est la disponibilité des aquifères, donc des zones géologiques. Il y en a certaines à l'échelle terrestre, donc en onshore, il y en a certaines offshore. Voilà, en dehors des zones, plutôt dans les mers et dans les zones. Pour l'instant, une des limites principales, c'est le coût
captation et d'enfouissement de ce CO2 dans ces zones géologiques, on est largement au-dessus de 100 $ la tonne, largement. On peut imaginer que demain, ce type de solution soit soutenu par des marchés du carbone ou des phénomènes de crediting, des dispositifs de crediting carbone, des entreprises qui viennent soutenir ces projets-là et qui fassent baisser le prix de ces émissions. Il faut aussi un passage à l'échelle, clairement, pour pouvoir capter, stocker et renvoyer ce carbone dans le sous-sol. C'est ça les principales limites. On a un phénomène un petit peu on a un problème d'acceptation sociale aujourd'hui aussi, notamment sur les aquifères onshore. On observe aussi, pas tout à fait sûr, des phénomènes géologiques, l'impact en fait du CO2, de ces quantités de CO2 enfouies directement dans le sous-sol. On a cru voir des mini-séismes qui se sont produits en Angleterre sur certaines zones de CCS. Voilà, c'est important de dire que le CCS et le BE-CCS font clairement partie, selon le GIEC, d'accord, les climatologues internationaux, font partie des solutions, font partie du panel de solutions pour atteindre la neutralité carbone. Ça vient bien en complément de l'augmentation des puits de carbone. Donc en fait, je dirais quelque part, on n'a pas le choix. Il faut limiter les risques des puits technologiques. Il faut intégrer les limites et les limiter aussi, notamment avec un prix du carbone élevé qui vient récompenser ce type de solution. Mais il faut pousser. Et vous avez enfin ce qu'on appelle le direct air capture, qui vise à absorber le carbone, le liquéfier, en fait, et utiliser ce carbone, encore une fois, soit en le minéralisant et l'enfouissant dans le sous-sol, soit en l'utilisant comme du combustible. On a un Audi qui travaille avec ça pour faire tourner certaines voitures. On le met dans des boissons gazeuses, on le met dans des serres aussi pour faire en tant comme de l'engrais. Donc voilà, on commence à avoir des solutions technologiques aussi qui vont au-delà du simple CCS et qui créent de réels puits de carbone technologiques. L'impact Covid, voilà, moins 7%, moins 7% pour 1,5 degré, effectivement, et moins 4% pour les 2 degrés. Nous, c'est exactement ce qu'on dit à nos entreprises, les entreprises avec qui on travaille. Hein. Si vous voulez réduire, si vous voulez être compatible avec une trajectoire de degrés, d'accord, c'est ce qu'on appelle Science-Based Target. Si vous voulez être compatible avec 2 degrés, il faut réduire de 4% par an vos émissions et 7% par an pour être compatible 1,5 degré.